10 years ago, you wanted to release a more explicit album. I remember that. And I was like, everybody was like, no, Brian should not do that. And 10 years later, when you hear R&B music, everything is about sex. Lorsque le directeur de Mercury Records en 1987 reçoit Brian McKnight, c'est un jeune homme de 17 ans qui a un certain bagou, qui est frais, il se dit qu'il peut plaire aux filles, il a les vocals. Alors certes, il a un petit piston parce que son grand frère, Claude McKnight, fait partie du groupe Tech Six qui cartonne en ce moment. Certes aussi, il a des facilités parce qu'il a grandi à l'église, petit-fils de pasteur, il a passé tout son temps à chanter à la chorale, ce qui nous ramène à nos fameux American Baby. Mais en même temps, à la chorale, il n'a pas fait que chanter. Il a appris à jouer de plusieurs instruments, il écrit. C'est presque le medley parfait et en plus, c'est pas un gars trop coincé. Le gars se dit j'ai affaire à quelqu'un qui est drôle. Brian lui raconte même qu'il s'est fait expulser du dortoir de son collège très chrétien de l'époque parce qu'il avait fait rentrer sa petite amie alors que c'était interdit de le faire. Et l'homme se dit, avec autant de qualité, il y a forcément quelque chose à faire avec lui. On le signe, mais la question qui va persister et qui va prendre du temps entre 88 et 91, date de la sortie du premier album éponyme de Brian McKnight, c'était le quoi. On va faire quelque chose avec lui. Il est presque trop parfait parce qu'il a un peu tout, mais quoi? Mais avant de continuer à R&Biser, cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. Et je sais, c'est la fin de l'été, on a un peu dépensé par-ci par-là, c'est aussi la rentrée. On est tous un peu broke à la chaîne Kingston, on cache les principaux chiffres quand on regarde les comptes bancaires. Et c'est là justement que eBay Club arrive avec le cashback qui vous permet chaque fois que vous faites un achat de vous faire rembourser une partie de la somme dépensée. C'est comme si vous alliez à un concert, vous payez votre place et on vous rembourse une partie des revenus quand l'artiste chante mal. Les fans de Rihanna auraient adoré ça à une époque. Et bien là c'est pareil, sauf que ce sont des produits que vous allez choisir, que vous aurez certainement aussi aimé, et ce sont des marques extrêmement diverses. Ça marche aussi bien sur les achats en ligne et même dans certains magasins avec une liste hyper variée. 6% sur Zalando, 4% à la Fnac pour ceux qui comme moi adorent les vinyles, 4,2% chez Ikea pour ceux qui vont refaire leur appartement un peu comme moi cet hiver. Et en plus, c'est la nouveauté du moment, vous pouvez directement sur leur site acheter des bons d'achat pour des magasins comme Auchan, Carrefour. Vous allez donc avoir directement à la réduction à l'achat ou alors cumuler afin de faire le maximum d'économies. Et bien sûr, tout ça est gratuit. Il suffit de vous inscrire sur leur site et au début, vous avez 3 € de dons. Sauf qu'avec le lien Music Feelings en barre de description, vous allez avoir jusqu'à 6 €. Sachant que chaque fois que vous atteignez la barre des 10 €, vous pouvez faire un retrait directement sur le site. C'est la solution idéale pour cette rentrée ou encore une fois, c'est la crise. Mais grâce au cashback et à la force du eBay Club, quitte à faire des achats, autant faire en sorte que ce soit un plaisir coupable. Les hésitations, supputations du label sont l'une des principales raisons qui vont faire en sorte que le premier album de Brian McKnight prenne du temps à sortir. Parce qu'il commence à écrire les chansons, bien sûr super vite, mais il en écrit 150. Et quand il finit par écrire 150, il faut faire la sélection et il faut lui trouver une véritable identité. Sauf qu'ils sont pas sûrs de ce vers quoi ils vont aller. C'est pour ça que cet album ressemble un peu à un melting pot. Le premier single, The Way Love Goes, sonne un peu comme une sorte de petit Luther Vandross, c'est un peu soulful. Le second, Goodbye My Love, c'est un titre New Jack très rythmé, très dans l'air du temps, mais qui ne réussit pas non plus à démarquer Brian McKnight. Dans ce monde du R&B New Jack très concurrentiel, Albie Shaw, Aaron Hall, Bobby Brown, Kate Sweet, il fait un peu pâle figure, surtout comparé à Bobby Brown. Et là d'un coup, il va y avoir un fait exceptionnel qui ne faisait pas partie de cet album-là, à savoir que Vanessa Williams, qui à l'époque, comme vous le savez, vous avez vu la vidéo sur sa carrière, et encore une chanteuse très populaire, a l'opportunité de faire une chanson pour la bande originale d'une série qui va cartonner à l'époque, qui s'appelait Beverly Hills. Pour cette chanson, on lui fait rencontrer Brian McKnight, ils s'entendent, et donc ils vont enregistrer la bande originale de cette série, qui va être une série super populaire. La chanson s'appelle Love Is.
Une chanson d'amour passionnelle, romantique, romanesque même. Les deux la portent et boostée par le succès de la série, elle va avoir un écho absolument incroyable. Et c'est sur cette chanson-là, mélange de R&B, pop, soul, très romantique, très fleur bleue, que le grand public va enfin voir qui est réellement ce jeune homme. Love Is est donc une balade romantique comme on n'en fait plus de nos jours. T'as l'impression que vous n'êtes que deux Robinson Crusoe sur une île déserte et que vous allez vous aimer jusqu'à la fin des temps. Et quand le titre cartonne, les gens du label sautent parce qu'ils se rendent compte qu'on vient de leur offrir un penalty. Ils galéraient à savoir dans l'album qui est donc hyper divers ce sur quoi ils allaient vendre ce gars qui sait tout faire. Et dans l'album justement, il y a une chanson qui ressemble à cet esprit-là. Une espèce de balade R&B pop, très chantée, très vocals, très enlevée, qu'ils hésitaient à lancer tout de suite. Ils ne voulaient pas frustrer une audience urbaine par rapport à Brian McKnight, mais maintenant que Love Is a cartonné, dans la suite, ils vont envoyer l'un des tubes déterminants de Brian, à savoir One Last Cry. Et vous pouvez même mettre pause sur la vidéo tout de suite avant de continuer pour écouter la chanson en entier, parce que c'est une prestation vocale absolument légendaire. Mais en soi, je pense que ça peut vous paraître un peu basique, surtout avec le regard 2023. Vous pourriez vous dire, oui, bon, Stevie, là, j'ai écouté, c'est un mec un peu basique, qui pleurniche parce qu'on l'a laissé tomber. Il devrait faire une formation de t'es passé à autre chose. Shut the fuck up! Et vocalement, ça peut nous sembler un peu linéaire, un peu lisse. Et c'est justement là l'une des grandes forces de Brian McKnight et de One Last Cry qui sonne un peu comme une sorte de caresse éternelle. Une sorte de balade au bord de la plage dans laquelle le gars se balade vocalement parce que c'est une sorte de coup de poing violent dans un gant de velours. Famille de musiciens, parcours à l'église, Brian McKnight pourrait sembler banal au vu des parcours de nombreux autres American Baby qu'on a vus. Toutefois, il est quand même une force de la nature vocale absolument spéciale. C'est-à-dire que c'est une sorte de ténor, vous l'entendez à son terme, qui, première chose, a une maîtrise sur absolument tous les aspects de sa voix. C'est super rare, mais il utilise tout. En termes de belting, il est très très fort. En termes de falsetto, c'est une balade olympique pour lui. En fait, vous savez que tous les chanteurs ou toutes les chanteuses ont leur force et leur faiblesse vocale. C'est-à-dire que même les meilleurs chanteurs sur Terre sont meilleurs sur leur propre voix dans certains départements. Ils sont plus à l'aise même d'ailleurs de façon légitime sous certains aspects. Toni Braxton sur sa propre voix est plus à l'aise dans les graves que Mariah Carey ne l'est sur sa propre voix. Pourtant, Mariah Carey joue beaucoup des graves et Toni Braxton est capable d'aller beaucoup plus haut que ce qu'elle fait sur de nombreuses chansons. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est perturbant chez Brian McKnight, c'est que sur la maîtrise totale de son timbre, il semble gérer partout. Il est presque aussi efficace en falsetto qu'Eric Bennett et est presque aussi fort en belt qu'un Michael Bolton, c'est-à-dire que sur la maîtrise de sa voix, il est on point. Et ensuite, le deuxième point, c'est sa technique de gestion de l'intensité, qui me frustre de fou parce que je peux pas la faire à la Brandy pour vous mettre tous les extraits, sinon on sera démonétisé. Et quand on est démonétisé maintenant, YouTube n'affiche pas les vidéos à tout le monde. Mais en vérité, cette partie est peut-être la partie la plus importante parce que c'est quelque chose qu'il amène de lui-même avec beaucoup de facilité. Mais très souvent, quand vous écoutez Brian McKnight, il commence, si vous le retenez très bas, très doucement, très légèrement, comme s'il vous chuchotait à l'oreille. Et ce que vous devriez repérer, c'est qu'il réussit à arriver super haut, à redescendre, à arriver super haut, en gardant très souvent la même intensité. Dans le moment où il vous amène, vous n'avez pas forcément l'impression qu'il vous amène. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu planant, parce qu'il réussit par sa technique et sa manière de jouer la grande roue à garder toute la vivacité de son interprétation. Vous l'entendez par exemple là. Ou encore là.
Et donc là, on a 2 points. De maîtrise incroyable de son timbre et de tous les aspects de sa voix dans la famille des ténors. Ensuite, deuxième point, il gère et s'amuse justement de l'intensité dans la technique de ses interprétations. Et troisième point, je pense que vous devez y penser, ça on peut le faire. Enfin, on peut avoir envie de le faire. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que, voilà, si quelqu'un fait ça, il essaie de faire tout ça là, ça ne marche pas? Oui, c'est si la personne n'est pas précise, oui, précision. Si tu fais tout ce qu'il veut faire là et que t'es pas précis, bah ça va tomber à plat. Et c'est le dernier point qui rend cet homme presque invincible vocalement, c'est que justement, c'est un maître de la précision. Il est d'une précision vocale absolument folle. Je sais pas si certains connaissent les Chevaliers du Zodiaque, mais dans les Chevaliers du Zodiaque, il y a un chevalier qui s'appelait Shun. Et Shun, des fois, bah, il lance sa chaîne et la chaîne tourne. Et au dernier moment, elle atterrit sur l'adversaire. Boum. Quand il chante du Whitney Houston, il se pose sur la tonalité de sa voix et il ne se rate quasiment jamais. Il est capable de titiller un chant un peu opéra et d'aller chanter super haut I Have Nothing sur la tonalité de Whitney Houston elle-même. Share my life, take me for what I am. Don't make me close one more door. Monsieur Propre. Et c'est donc avec ce monsieur-là, en 93, que Mercury doit penser au second album. One Last Time a cartonné, on lui relaisse carte blanche pour écrire et composer quasiment tous les titres de l'album, ce qu'il commence à faire. Et sur cet album-là, qui s'appelle I Remember You, et qui est en fait souvent considéré comme étant l'échec de sa carrière dans les années 90, je trouve que c'est malgré tout un bon représentatif de ce qu'est Brian McKnight, ou alors de comment ils veulent le marketer à l'époque et du mal qu'ils ont à le faire. C'est-à-dire que le premier single, Crazy in Love, c'est le classique de Van Morrison qu'il reprend et on comprend tout de suite pourquoi. En fait, si vous ne l'aviez pas encore compris, parce que vous pourriez vous demander pourquoi depuis le mec de Mercury réfléchit beaucoup sur Brian, c'est que certes, il est très fort, mais il est tellement fort, tellement précis vocalement qu'à un certain moment, ça ne sonne pas forcément soul. C'est-à-dire que ça va tellement dans la précision que même le fan de R&B, qui est donc une partie de son audience, écouterait pas quelqu'un ou alors préférerait quelqu'un qui est plus roots, plus soulful, plus hip-hop. Brian a un truc tellement millimétré sur certains aspects qu'en fait la stratégie doit être de lui trouver une audience R&B suffisamment précise pour le porter un peu, genre il peut vendre 2 millions à R&B et pour le propulser dans une audience pop. C'est-à-dire qu'on comprend tout de suite que ça ne peut pas être qu'un chanteur de R&B et donc il faut trouver la formule. Et sur I Remember You, parce que j'écoute souvent cet album le dimanche, j'ai toujours pensé que ça s'entend totalement qu'ils essaient de trouver le moyen de faire quelque chose d'un peu R&B sur certaines chansons, d'un peu soulful sur d'autres, d'un peu poppy comme sur Still in Love qui sera justement le single très grandiloquent, balade pour à la fois toucher un public un peu boys to men et un peu pop, mais ça ne prend pas. L'album fait encore une fois 500 000 ventes, ça fait 2 albums à 500 000, avec quand même une certaine notoriété, pas mal de passages télé, et Mercury le renvoie en studio, cette fois-ci en se disant on va un peu changer la formule. Le changement de formule, c'est qu'on va la envoyer avec Didi, on va assumer beaucoup plus le côté urbain. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 97, sur le 3e album qui va s'appeler Anytime, le premier single est en featuring de Maze, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par cette vague-là, un peu de renouveau. Ça va devenir son plus gros tube solo depuis 93. L'album démarre donc bien avec You Should Be Mine, le soutien de Bad Boy, mais chose curieuse, ce sera le seul tube de l'album Anytime. Et certainement là, certains vont se dire non mais c'est pas possible, comment il peut dire que le seul tube de l'album Anytime c'est You Should Be Mine? C'est la chanson la moins connue, c'est la chanson que les gens écoutent le moins de nos jours. Et c'est totalement vrai. Mais parce que dans Anytime, il y a 2 chansons que Brian va défendre à la télé. Il va se démonter pour défendre la balade qui s'appelle donc Anytime, qui est une balade très R&B pop, très douce, très romantique, très sentimentale et chantée exactement comme du parfait Brian McKnight. C'est une sorte de suite de One Last Cry.
Le titre est merveilleux, sentimental et pousse beaucoup de gens qui le regardent à la télé à aller acheter l'album. Et ça, c'est vraiment le prisme sur lequel je veux que vous compreniez sa carrière. C'est-à-dire qu'il passe à la télé, les gens se lèvent, ils achètent l'album. Mais les radios à l'époque ont d'autres blockbusters beaucoup plus forts et les radios R&B trouvent que c'est pas assez R&B qu'ils le diffusent. Pareil, les radios pop trouvent que ce n'est pas assez pop pour qu'ils le diffusent. Il est sur une espèce de format un peu particulier qui va se poursuivre sur le 3e single qui est selon moi une des plus belles chansons sur terre, The Only One For Me, qui a exactement le même problème. Au Canada, ça passe un peu mieux, mais sur le territoire américain, quand il passe à la télé, on voit que les ventes de l'album augmentent. Mais bizarrement, les radios ne poussent pas les chansons. Ce qui va donc créer cet anachronisme où The Only One For Me et Anytime aujourd'hui ont des millions de vues sur YouTube. Elles vont aider son album à atteindre les 2 millions, donc ça va devenir son album le plus vendu. Mais dans les faits, dans les charts, ce ne sont pas des succès singles. Et à l'époque, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, il le dit toujours, c'est mes chansons qui ont le moins marché que les gens demandaient le plus sur scène. Et donc ça m'a surpris, mais ça a continué et j'ai fini par me rendre compte en 99 que ça me préparait à quelque chose de plus grand, parce que selon lui, son titre Anytime, qui sort donc en 97, va préparer le public à son plus gros succès populaire qui arrive donc en 99 et qui s'appelle donc Back at One. Et sur la formule, c'est exactement le même genre de chanson, à la fois R&B, un peu pop. En vérité, c'est de la grande balade romantique qui déjoue un peu plusieurs genres de musique, même si elle s'inscrit principalement dans un son R&B de l'époque. C'est beaucoup plus large musicalement que ça. Ce titre qui arrive dans l'album du même titre, Back at One en 99, est vécu un peu comme une sorte de récompense de 10 ans de travail par Brian McKnight. Il se dit, franchement, j'ai préparé le public à ça, je suis passé de 500 000, 2 millions, là il arrive à 3 millions, c'est vraiment pas mal, on le voit au maximum de son exposition. Et ses capacités de songwriter, le chanteur exceptionnel sont reconnues, il est invité par les plus grosses stars de la planète, même des Céline Dion, tout le monde parle de Brian McKnight. Il entre donc dans les années 2000 plutôt serein parce que c'est enfin son moment d'épiphanie. Le public mainstream commence à le connaître, les Justin Timberlake le citent d'ailleurs. Sur le premier album de Justin Timberlake, il veut une chanson de Brian McKnight. Sur le premier album d'Alicia Keys, elle veut une chanson de Brian McKnight. Pourquoi? Parce que il a ce format R&B pop très classieux, très bien chanté, c'est un beau songwriter, il a une belle image. Donc là, il commence à avoir les résultats de son travail de cette dernière décennie, même si en vérité, c'est en demi-teinte. Oui, parce que pour moi, le problème de Brian McKnight au début des années 2000, c'est qu'il finit la décennie 90 avec 6 millions de ventes d'albums. Et il a quelques tubes, beaucoup d'apparitions télé, mais si vous faites quand même attention, c'est toujours quasiment le même truc. C'est-à-dire que One Trick Pony, c'est le gars romantique, chaleureux, qui chante l'amour avec tous les mélismes, avec tout le falsetto. C'est exactement sur ce créneau-là qu'il fait toute la décennie. Et ce créneau-là, effectivement, comme on l'a dit, peut être porteur. Il aurait pu à un moment avoir un album à la Music Box, un album un peu comme celui de Mariah Carey qui est pop, R&B et lui permet donc de faire 10 millions de ventes. Si tu fais 10 millions de ventes sur ce format-là, ça veut dire que tu as réussi à avoir une partie du public R&B et à avoir une grosse partie du public pop, un peu comme Adele. Et c'est un peu sur ce format-là qu'ils essayaient de voir comment le placer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a un album de Noël en 98. Ils essaient de voir comment le larguer là-bas. Ils y arrivent péniblement sur la fin avec Back at One, qui est un gros tube, mais l'album ne se vend pas de fou. Parce que son personnage aussi est un peu low-key et c'est ce qui explique pour moi un peu sa chute à partir de Super Hero, parce que juste après Back at One, il sort l'album Super Hero avec la chanson Love of My Life. You're more than et il a du mal à quitter ce truc du monsieur propre, du R&B super romanesque, qui lui donne effectivement une petite audience, parce que Super Hero fait encore une fois 500 000 ventes, et qui de l'autre côté, la mode de ce genre de répertoire s'étant un peu éteinte, le relègue petit à petit en niche, parce qu'il a du mal à se renouveler, et qu'ayant habitué son audience à rester sur ce créneau-là, chaque fois qu'il essaie d'en sortir, comme sur l'album d'après qui s'appelle U-Turn, avec le premier single avec Nelly, en fait, son public ne suit pas et vont aller suivre un peu sur la balade qui est d'ailleurs magnifique de l'album où il s'excuse, l'homme amoureux qui a fait une erreur et qui chante à sa femme « Je suis vraiment désolé ».
C'est ce qu'elles veulent de lui et rien d'autre, mais le problème c'est que ça fait déjà plus de 10 ans de carrière, les autres artistes autour de lui se sont renouvelés et principalement sur un point, il se sent un peu lésé, ce sont les Grammy Awards. Ça fait déjà quasiment 16 fois qu'il a été nommé et qu'il perd à chaque fois. Alors que pour tout le game, il est un des meilleurs chanteurs, mais aussi bien dans les catégories pop que R&B, il se retrouve très souvent face à des Luther Vandross, des R. Kelly et même des Usher qui viennent d'arriver et qui le battent par exemple en termes de meilleure performance vocale avec You Remind Me. En fait, il est entre deux chaises. Ses fans féminines ne veulent plus que ça de lui, cette espèce de romantisme d'un autre temps. De l'autre côté, ça marche de moins en moins, donc il est obligé de se séparer de son label. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités, donc artistiquement, il a envie de faire autre chose. Et c'est à partir de là qu'il va commencer petit à petit à se repenser. Ça commence avec Gemini qui sort en 2005 et il revient vers un son beaucoup plus soul R&B. Vous le voyez dès l'intro et même dès le premier single What We Do Here. C'est beaucoup moins guimauve, même au niveau des paroles. C'est en mode ce qu'on fait ici va rester ici entre nous, on se voit après le show et on fait nos petites affaires et ni vu ni connu, chacun reprend sa vie. Et ça, franchement, en termes de single pour Brian McKnight, c'était déjà un grand pas qu'ils le disent comme ça. Et que ce ne soit pas qu'on va se marier et blablabla. L'album est excellent, mais il est vraiment pollué par le label qui a pas d'argent. Le second single qui s'appelle Every Time You Go Away est une magnifique chanson où il réussit à se repenser sa formule des années 90, vraiment version 2005. Je pense que c'est vraiment un peu son burn dans la formule parce qu'il a un phrasé un peu plus moderne, la fin est grandiloquente au niveau de la mélodie, bref, un très beau titre qui aurait mérité plus d'exposition à l'époque, mais le label n'a pas d'argent, il peut pas faire de clip, il fait pas mal d'apparitions télé et malheureusement, cette première tentative de renouvellement avec un son R&B et soulful, ça fesse. L'année d'après, il réessaie avec l'album 10. Et sur cet album-là, je trouve justement qu'il trouve une bonne association avec Tim and Bob, notamment sur la chanson She Used to Be My Girl, qui est magnifique, sublime, enfin incroyable parce que justement on retrouve Brian McKnight des années 90 dans un son un peu plus hip-hop. Et les paroles sont en mode calme-toi, c'était ma meuf avant, même si elle est avec toi, elle pense toujours à moi. C'est-à-dire que c'est un jour où on peut se dire que oui, c'est crédible en fait. Une meuf qui était avec Brian McKnight avant, elle est avec un nouveau mec, mais Brian est tellement fort qu'elle pense toujours à lui. Bref, ça ne casse pas son image de lover, même si sur le texte il est clairement bitter. Mais l'album 10 n'est pas soutenu par le label, quasiment pas de clip. Et pourtant dans cet album, il va encore plus loin dans un son soul. Il y a plein d'inspirations de Marvin Gaye. On voit qu'il essaie de revenir vers un plus urbain, mais plus mature, ce qui est intelligent de sa part parce qu'il sait chanter. Les deux albums mélangés font environ 400 000 ventes. C'est à partir de là qu'il a vraiment une grosse chute dans le game. En 2009, il fait un premier album indépendant qui est pour moi son premier album raté. Ça s'appelle Evolution of a Man et en fait, il présente ses fils et ce sont ses fils qui lui font faire cet album-là. Plein d'autotune, certes dans cette envie de se renouveler, mais ça ne sonne pas Brian McKnight de chanter avec plein d'autotune pour essayer de renouveler sa formule. Donc ça flop. Mais du coup, il continue ses concerts, c'est vraiment toujours le lover du game, ses grandes balades romantiques, jusqu'à un jour où il postera sur YouTube et sur MySpace, je crois à l'époque encore, une nouvelle chanson qu'il avait composée. Cette chanson s'appelait Let Me Show You How Your Work. Laisse-moi te montrer comment ton work. À la base, je crois qu'il pensait que c'était une parodie, donc il voulait se moquer du fait qu'à la radio, on ne diffuse pas du Brian McKnight, on diffuse uniquement des chansons où on parle de façon très explicite. Il fait donc sa petite mélodie au piano et il poste. Et vous retrouvez encore sa manière de partir tout doucement en intensité. Mais cette histoire a lancé un débat national dans le R&B. Pour moi, il y a un avant et un après ce moment dans la carrière de Brian McKnight. C'est-à-dire que les choses ne seront effectivement plus jamais pareilles pour lui. Mais en fait, ça partait à la base d'une blague. Cette chanson, il veut raconter comment il va expliquer à sa partenaire comment son entrejambe fonctionne. Et c'était très cru pour lui et surtout pour ses propres fans. Elles sont habituées à ce qu'il leur dise
disent que l'amour c'est éternel, ces espèces de chansons qui sont comme des caresses, One Last Cry, si tu pars, je ne sais pas comment je vivrai sans toi. C'est-à-dire qu'il est tellement dans ce personnage-là que dès le moment où il dénote un peu, tout le monde sort vents et marées contre lui. D'autres, malgré tout, lui disent non, c'est un nouveau Brian McKnight, pourquoi pas? Et comme tout le monde en parle, comme c'est le débat national là, la radio, Tank et ce genre de choses. I don't condone the switch between Harvard and then a bad version of a junior college. of a hood singer. I'm disappointed. I'm hurt. The new single from Tank. I want to check your uterus. Bah, Brian se dit, ça fait parler, mais je vais donc sortir une adulte mixtape. Une mixtape de chansons dans le genre. Et là, quoi? Brian va nous chanter des insanités sur toute une chanson. Il va y avoir une levée de bouclier immense. Et d'ailleurs très drôle parce que plusieurs associations féministes, et c'est intéressant, vont remonter pour dire que comment est-ce que Brian McKnight peut devenir un méchant misogyne qui veut apprendre à une femme comment se servir de... Est-ce qu'il est devenu fou? My choice! Et ce genre de choses, et ça va être tellement fort qu'il va justement monter sur Twitter, parce que c'est un jour iconique. Il monte sur Twitter et il dit, vu que tout le monde a une opinion si forte sur ce que je devrais faire moi, je pense que je vais louer une voiture et aller tabasser ma petite amie. C'est acceptable de nos jours. Qui a tabassé sa petite amie? Oui, Chris Brown. Après il dit, ou alors je vais me filmer en train d'avoir un rapport avec une fille de 14 ans. Nous sommes en 2012, hein. C'est acceptable de nos jours. R. Kelly. Et après il dit, ou alors je vais laisser le système judiciaire me laisser me faire 35 millions avant d'aller encourir ma peine de prison. Et là il visait Floyd Mayweather. Et bien sûr ça a créé Hiroshima. D'abord chez Chris Brown, Catherine sorti le traitant de Nobody Cares. Je vois comment ça marche. Quand les carrières des gens arrivent au stade de tout le monde s'en fout, ils utilisent mon nom pour de la pub. Je ne peux pas m'engueuler avec ces vieux mecs. C'est un miracle que je ramène des morts à la vie. Je pourrais gentiment t'écrire quelque chose qui pourrait te faire passer moins has-been. J'ai écouté le titre Let Me Show You How Your Work et c'est nul. Donc Chris Brown il va très fort. R. Kelly répondra dans une émission télé plus tard que lui ne fait pas des bifs avec les chanteurs de R&B, mais avec un sourire qui en disait long. En vrai pour moi Chris Brown n'aurait pas dû lui répondre. Enfin oui, je sais que ses fans vont dire oui mais il a parlé du fait qu'il a frappé Rihanna. Bah oui, forcément il a parlé du fait qu'il a frappé Rihanna, c'est une réalité. Mais je pense pas que Chris Brown aurait dû lui répondre, surtout en ces termes là, le traitant de vieux machin, has-been. Il est même pas au niveau d'être un background singer de Brian McKnight, donc il faut déjà qu'on soit clair. Et même en termes de songwriting, quand il lui dit oui je pourrais t'écrire des chansons, je sais qu'on est dans une ère ou de très instantané, mais Brian McKnight, il y a plusieurs de ses chansons qui traversent assez bizarrement, même sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'espace-temps. Parce qu'en vérité, il a beaucoup de chansons très intemporelles. Pour moi, son crime, c'est que c'est très one trick pony et c'est justement le problème que ça lui pose face à R. Kelly et à Chris Brown. Quand il dit ça, en vérité, je trouve que c'était bien de ne pas lui répondre parce qu'il fait face aussi à son propre reflet et à l'hypocrisie du public. Il a tellement joué la carte, voilà, sentimentale qui lui tient à cœur. J'ai eu l'occasion de lui parler une fois au téléphone pendant plus d'une heure et de l'avoir aussi en interview, certains s'en souviennent peut-être, sans le connaître personnellement. Je sais que musicalement, il a ce truc de souvent revenir avec moi sur le fait de me dire que l'amour, le fait de parler d'amour dans la musique n'est pas que juste sentimental. Il estime que, notamment pour la communauté afro-américaine, c'est très important de revenir sur le fait de parler d'amour, de s'aimer au vu de l'histoire et ce genre de choses, et que derrière le fait qu'on puisse penser que ce ne sont que des chansons d'amour, il ne s'est jamais retenu à ce genre très R&B parce qu'il est très ouvert musicalement, et que derrière pour lui c'est important d'avoir un message positif. C'est ce qu'il ne retrouve plus dans la musique américaine actuelle. À chaque fois que je lui ai parlé, il a dit ça. Une fois il l'a dit, je crois me souvenir, Ed Sheeran cartonne avec une chanson d'amour, c'est simple, c'est écrit au piano, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui peu d'artistes afro-américains arrivent à faire ça? It is just because there really isn't an outlet for a young black artist to be able to do that the way an Ed Sheeran has the opportunity.
So I think Donc, c'est idéologique, c'est pas juste musical pour lui. Et de l'autre côté, ce qui a dû le blesser dans cette période, c'est que toutes les féministes qui sont sorties pour l'attaquer, ce genre de choses, donc on reniait le fait que le gars, ça fait 20 ans qu'il vous fait que des chansons d'amour, il est tout et tout et tout. Et en même temps, c'était une manière de lui dire c'est un piège en fait. Toi, on est beaucoup plus dur avec toi. Et c'est pour ça qu'il leur dit d'un coup, mais vous êtes dur avec moi pour un truc qui est une blague et le fait que je vais faire une mixtape un peu olé olé. Mais vous avez passé toute votre vie à acheter R. Kelly et à acheter Chris Brown qui eux sont explicites sur plein de chansons. Oui, ils ne sont pas qu'explicites, mais ils sont explicites 100 fois plus que moi sur plein de chansons. Donc pourquoi est-ce que vous n'êtes pas juste, ou alors vous n'avez pas la même énergie avec les autres? Et ce double discours auquel on n'a pas répondu est une hypocrisie réelle dans la musique, parce que souvent j'entends les gens nous dire oui, mais Brian McKnight, R. Kelly, en termes de R&B, enfin je pense vraiment que les gens qui disent ce genre de choses n'ont jamais écouté de R&B en fait. Franchement, souvent quand je vois ça sur, enfin je me dis mais en fait on parle de deux mondes différents. Brian McKnight est dans une formule très spécifique qu'il pense d'ailleurs avoir créée. Il dit par exemple que Anytime pour lui a préparé le public à Back at One parce que le public n'avait pas l'habitude d'entendre ce genre de son R&B. Et à la limite de plusieurs genres, R. Kelly c'est un personnage du R&B qui s'est totalement structuré sur la musique afro-américaine et qui l'a renouvelé à chaque fois. C'est pour ça que sur l'un même air, Brian McKnight est quasiment à 6 millions d'albums vendus dans les années 90 et R. Kelly en est à plus de 50 millions d'albums vendus. C'est parce que ce n'est pas du tout le même schéma et que lui aurait réussi à vendre beaucoup plus s'il était passé en pop parce que c'est un exceptionnel vocaliste et d'ailleurs il va revenir beaucoup plus posément vers de la musique beaucoup plus sentimentale, ce qu'il fait quasiment depuis 8-10 ans. Il sort des albums fréquemment et il est revenu sur sa formule. En 2020, il a sorti un album qui s'appelait Better. Et d'ailleurs, la chanson Better, elle a plutôt bien pris sur les réseaux sociaux. C'est encore une fois une chanson de mariage, de sentiments, d'amour, l'éternel, enfin bref. Il fait sa carrière, il a son public, ses tournées, ses espèces de grandes chansons sentimentales qui dépassent absolument toute la sphère justement du R&B. Et souvent un de mes potes dit que Brian McKnight pour les filles, c'était l'homme trop parfait. Moi je pense que c'est l'inverse. Moi je pense que son personnage est tellement lisse que c'est pas pour les filles qu'il est l'homme parfait. Elle l'aime bien, mais c'est pas pour les filles qu'il est l'homme parfait et que c'est un des jeux de sa carrière. C'est le gendre parfait. C'est-à-dire que les mamans et les papas veulent absolument que leur fille épouse Brian McKnight et elles sont très heureuses de chanter du Brian McKnight au mariage. Quand au mariage, là vous voyez les mariages, elles chantent tout Brian McKnight, elles sont contentes. Et quand elles finissent le mariage et tout, qu'est-ce qu'elles chantent dans la voiture avec leur gars chaque jour? R. Kelly et Chris Brown. Did you get my call? Did you get my call? Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression que Brian McKnight c'est vraiment pour ce moment un peu lévitatif. Même moi quand je l'écoute des fois le dimanche, vraiment, tu planes sur certaines chansons. The Only One For Me, elle est incroyable. La manière dont il te transporte, l'aisance vocale, je te dis mais c'est quoi ce truc? Mais quand vous finissez là avec papa, maman de danser sur ça au mariage et que vous sortez là et que vous rêvez le lendemain matin, moi je sais que vous écoutez Loyal et il a raison de dénoncer cette hypocrisie. I just don't think they ever wanted that from me. Mais en même temps, c'est sur ça qu'il a misé dans sa carrière, donc c'est kiff dans les deux sens. Et l'autre truc qui lui arrive justement actuellement sur son image, c'est qu'il est accusé d'avoir abandonné ses enfants. Les fameux enfants qui ont fait l'album Evolution of a Man, les fameux premiers enfants qu'il a eu avec sa copine, là, la meuf avec laquelle on l'avait trouvé au dortoir à l'époque. Là. Ils se sont mariés, ils ont eu une belle vie, ils ont eu des enfants, ils ont divorcé. Et pendant très longtemps, Brian McKnight était proche de ses enfants, très très proche, jusqu'à récemment il s'est remarié et il vit avec les enfants de la femme avec laquelle il s'est marié, en ayant coupé les ponts avec les enfants de la première femme. Et cette histoire qui peut vous paraître banale et qui aura sa propre vidéo est un des drames de son image actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des millions d'articles, de vidéos, il a dû se justifier à plusieurs reprises, expliquant qu'effectivement, Brian McKnight est un mauvais père, c'est un père qui a abandonné ses enfants. Alors les enfants ne sont pas jeunes, je crois que la plus jeune a 20 ans, les plus âgés ont 30-35 ans, ce ne sont pas forcément des jeunes enfants, mais là, et c'est ça encore qui est super intéressant, revient le spectre de son image, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est censé
aimé le fait de dire, comme il le dit, qu'il a coupé les ponts avec ses enfants, il a payé les enfants de l'autre femme, mes vrais enfants, a créé quelque chose qui choque les Américains, au point où son nouvel enfant s'appelle Brian McKnight Jr. et son premier enfant de l'autre femme avait le même nom. Le fait de faire ça, c'est comme s'il voulait remplacer l'ancien enfant, et pour quelqu'un qui a chanté l'amour, la passion toute sa vie, c'est totalement incohérent et donc tout le monde lui tombe dessus. Ses enfants biologiques vivent extrêmement mal la situation, donc en fait, ils ont fait plusieurs posts à chaque fois signalant que leur père les avait complètement bannis. Et quand on voit sur la page Instagram de leur père, on voit que soit les enfants qu'il a eu avec l'autre femme, soit les enfants de l'autre femme qu'il a adopté qui sont ses enfants. Et du coup, ça a créé quelque chose qui prend une ampleur de fou. Là, tout de suite, vous tapez Brian McKnight sur internet, vous allez tomber sur que les affaires autour de ses enfants et ça fait des millions de vues. Sa fille l'a accusé d'avoir menti sur elle sur internet parce qu'il avait expliqué qu'il avait coupé les ponts avec une de ses filles, parce qu'il a expliqué dans une vidéo qu'elle avait eu des relations sexuelles avec un cousin. As far as my daughter is concerned, unfortunately, along the way, a couple years ago, I got wind that there was an older cousin who was above 18 who was quite possibly having sex with her. So I called, as a father should, to the state office for children's affairs there in Arizona, and I never heard anything back. But the next thing that her mother did was to block all of us from her social media, from her phone, and completely estranged her from us. So what that told me was they didn't want me to be involved in her life that way. Donc elle lui a porté plainte et dans la plainte, la jeune fille, selon l'avocat de Brian McKnight, devait lister tout l'historique de ses rapports intimes. Et dans une plainte face à ton propre père, ça semblait extrêmement violent. Elle l'a raconté en ligne et je crois que la fille a déjà 24 ou 25 ans, elle est largement majeure, mais c'est le spectre de l'image de Brian McKnight. C'est-à-dire que d'un coup, les gens se disent, oui, il y a plein de rappeurs là qu'on écoute qui abandonnent leurs enfants, il y a plein de rappeurs qui ne s'occupent pas de leurs enfants et qu'on connaît tous très bien, mais Brian McKnight, toi qui chantes l'amour, quoi, depuis, voilà, la passion, le sucre, tout ça là, tout ce qu'on écoute, monsieur propre là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas abandonner tes enfants même s'ils ont 100 ans. Cette petite partie de l'histoire plus actuelle aura certainement une petite vidéo plus longue parce que je pense qu'elle est beaucoup plus profonde, mais c'était pour vous donner une ébauche de ce qu'il traverse en ce moment. Parce que c'est l'un des tumultes de sa carrière. Beaucoup vont jusqu'à dire que c'est parce que les autres enfants sont métis, les enfants d'avant étaient avec une femme noire. Mais c'est pas tout à fait ça, vu que on voit qu'au début, c'est lui qui présente ses enfants, il les fait entrer dans l'industrie musicale, ils ont produit un album à lui, ils ont produit plusieurs chansons à lui au début. On ne sait pas exactement quand la rupture se fait et bien évidemment elle est très brutale, mais c'est pour vous dire à quel point ça dessert actuellement l'image qu'il a toujours eue et qu'il a défendue pendant si longtemps et sur laquelle s'est appuyée son immense carrière. C'est un immense vocaliste comme je vous ai dit, avec les différents aspects de sa voix. Il a créé une sorte de style à mi-chemin entre le R&B, la pop, très sirupeux, très pour danser un peu les slows et qui a marqué une génération et qui va marquer des générations parce que l'autre chose que je pense sur Brian McKnight, c'est que l'histoire est assez jeune. Le temps n'est pas encore passé. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, plein de ces chansons-là, les Anytime, machin, pourront même être reprises en country, parce qu'en plus, la country revient en force, là, cartonne aux États-Unis, en country ou dans d'autres genres, et qu'on va les revoir apparaître, parce qu'elles traversent tellement bien l'espace-temps que c'est impossible qu'ils ne continuent pas à cartonner. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense vraiment que Chris Brown s'est trompé d'adversaire quand il a dit ce qu'il a dit, en fait, parce qu'il a vraiment parlé à la mauvaise personne. Brian McKnight n'a peut-être pas un catalogue aussi étendu que le sien, mais en termes d'intemporalité, il a un catalogue, quand même, où on se dit, même dans le prochain millénaire, il y a encore beaucoup de gens qui voudront se marier sur ce genre de chansons. Est-ce que maintenant c'est normal que ça l'empêche de faire autre chose? C'est à vous de me dire, est-ce que vous trouvez la polémique autour du titre Let Me Show You How Your Work, est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Je vous ai donné mon opinion. Est-ce que la polémique autour de ces enfants, est-ce que pour vous c'est juste qu'on l'attaque dessus ou pas du tout? Ça aussi c'est à vous de décider au vu des éléments que je vous ai donnés, même si j'ai pas étendu dessus, pour qu'on reste vraiment aussi quand même d'abord sur sa musique. Quelles sont vos chansons préférées, vos prestations préférées? Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué sur cette longue et riche carrière? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Pour moi il est dans le top 5 des meilleurs vocalistes de l'histoire de la pop culture. Dites-moi où vous le placeriez selon vous. Est-ce que les gens ont raison de le boycotter à cause de l'histoire avec ses enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'insister autant là-dessus? C'est à vous de me le dire, tout en n'hésitant pas à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.